Même si vous n'avez pas vu cette série, vous en avez probablement entendu parler. Cette série espagnole raconte l'histoire d'un braquage incroyable, dirigé par un groupe d'hommes orchestré par un homme mystérieux du nom du Professeur. Lors des 2 premières saisons, en fait, le plan c'est d'introduire ce groupe dans la Fabrique nationale de la monnaie d'Espagne. D'où le nom, la maison de papier, la Casa de Papel. Cette maison dans laquelle on imprime les billets de banque d'Espagne. En fait. Le but du Professeur, c'est d'imprimer plus de 2 milliards d'euros dans la banque avec les otages, mais sans faire aucune victime. La Casa de Papel est la série non espagnole la plus vue et la plus visionnée dans le monde entier sur Netflix actuellement. Et lorsque la série sort en France, en fait, durant plusieurs semaines, elle est la numéro 1 également sur Netflix. En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette série a commencé à être tournée en Espagne, sur une chaîne espagnole, et les gens ont regardé la série, les 2 premières saisons, et puis ils ont vu que l'audience baissait, ils se sont dit bon bah ça va s'arrêter là, ça fait un petit flop quoi. Puis finalement Netflix a pris le pari quand même de racheter la série, et elle a commencé à diffuser sur Netflix mais sans pub, sans promo, sans rien. Et c'est assez incroyable parce que la série a décollé comme ça, et c'est comme ça que Netflix a demandé au réalisateur de continuer à filmer et de continuer à faire plusieurs saisons, et c'est comme ça que la série a continué de cartonner. Alors je vais pas faire l'analyse de la saison 4, même si je sais que cette saison vient juste de sortir, mais je veux plus faire une analyse globale et générale de la Casa de Papel, et aussi quelles sont les raisons pour lesquelles cette série a tellement marché, et puis qu'est-ce que ça peut nous enseigner en fait. Je fais pas non plus la pub de la série. Bien sûr, si ça vous donne envie de la regarder, vous allez la regarder. Mais simplement dire aussi une toute petite précision, c'est que pour tous les mineurs qui me suivent, je vous déconseille de la regarder parce qu'il y a certaines scènes qui sont quand même assez hardcore et assez violentes. Évidemment, attention à ceux qui n'ont jamais vu la série, vous risquez d'être un petit peu spoilé, mais pas trop quand même. C'est-à-dire que vous pouvez regarder ma vidéo jusqu'au bout, vous dire tiens, je vais quand même m'y mettre. Vous aurez pas forcément tout compris, vous allez pas être trop spoilé non plus, donc c'est pas un souci. C'est d'abord une série où tu es accroché du début à la fin. En fait, c'est une série à suspense du style, t'es là, tu regardes et t'es accroché parce que t'as envie de voir la suite, t'es complètement pris dans le truc parce que toutes les scènes elles s'enchaînent en fait et tu te dis mais c'est pas possible, ils sont en train de tout foirer ou ils sont en train de tout réussir. T'es accroché, ça dure 45 minutes et t'as l'impression que ça dure 5 minutes. Ensuite, et je pense que c'est une des choses qui a le plus plu dans cette série, c'est son côté Robin des Bois. Et bien sûr là, le personnage qui incarne le mieux ce défenseur du pauvre qui vient piller les riches, c'est évidemment le professeur. Le professeur ne veut pas voler les économies bancaires des citoyens. Lui en fait ce qu'il veut, c'est faire de l'argent sans violence et sans injustice au possible. Le journal Le Monde dit même que c'est un hymne au courage et à la nécessité de penser par soi-même. Et puis en plus, le professeur et son équipe sont aimés du peuple parce que grâce à leurs actions, en fait, ils symbolisent un peu le refus du système. Et puis, il y a bien sûr l'esprit de groupe et l'esprit de famille qui est là en fait. Et ça, c'est vraiment attrayant dans la série. On voit tous les gars et les filles qui sont ensemble. Ce sont des personnages très différents, leurs forces et leurs faiblesses sont mises en avant, et on va en parler un petit peu plus tard. Et ça, c'est vraiment cool de les voir tous s'éclater. Alors bien sûr, ils se charrient, c'est des fois un petit peu vulgaire, mais c'est des braqueurs, mais en même temps, ils sont sympas, on a envie de les connaître, on a envie d'être avec eux parce qu'ils sont toujours en train de rire, de se charrier, ils sont toujours en train de délirer, quoi. Et puis, après, il y a les décors. Il y a les scènes, il y a les monastères, il y a les châteaux dans lesquels c'est filmé, il y a les banquets, c'est juste magnifique en fait, t'es là, il y a les couleurs vives, les couleurs tertiaires en fait que les réalisateurs ont mis en avant dans ces monastères, donc ça c'est vraiment beau, le rouge pétant, le jaune, le vert, et puis tout est beau, tout est lumineux, il y a cet esprit de liberté en fait, et je crois que c'est un peu pour ça aussi évidemment que cette série a été très aimée par la jeunesse. Et puis il y a les costumes bien sûr, rouge, les braqueurs sont tous vêtus de rouge, les otages sont tous vêtus de rouge, il y a un peu l'idée aussi de non-hiérarchie en fait. Ils sont tous à la même hauteur, avec des dons différents, mais tous à la même hauteur. Et puis, évidemment, les masques de Dalí, qui eux aussi représentent une forme d'égalité entre tous. Dans la série, on voit que le peuple s'est approprié ce masque. Et puis, on voit même aujourd'hui dans l'actualité des personnes qui reprennent ce masque, un peu des révolutionnaires, ou encore des féministes, ou des défenseurs des droits de l'environnement qui reprennent ce masque symboliquement. Les femmes également sont mises à l'honneur dans la série. On voit avec Tokyo et son caractère fort de leader. Ou bien encore Stockholm et son courage. On pense aussi à Nairobi et Tokyo d'ailleurs qui se rebellent un peu, qui se rebiffent contre le machisme de Palerme ou de Berlin. Et puis on peut aussi parler bien sûr de la fameuse inspectrice qui débarque à partir de la saison 3, qui s'appelle Alicia Sierra et qui dirige d'une main de fer l'enquête et la chasse aux braqueurs. Et puis bien sûr, il ne faut pas oublier l'hymne, le fameux hymne.
Bella Ciao qui a été repris. En fait, il est intéressant cet hymne parce qu'il reprend une chanson populaire italienne, en fait de la résistance italienne durant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est une chanson qui est reprise ici, qui est un peu cet hymne aussi révolutionnaire en fait, qui dit qu'on pourrait traduire en fait. On l'a pas trop traduit, mais elle dit ceci, la chanson littéralement. Un matin, je me suis réveillé, oh ma belle, au revoir, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Un matin, je me suis réveillé et j'ai trouvé l'envahisseur. Il y a la peur de les voir échouer et il y a la joie de les voir réussir. Oui, il y a plein d'émotions. Et puis bien sûr, il y a l'amour. L'amour avec des couples qui se forment, avec des amours aussi improbables ou presque impossibles. On pourrait aussi se poser cette question d'ailleurs sur l'amour lorsqu'on découvre et qu'on est subjugué par cette relation entre le professeur et puis Raquel, devenue Lisbonne. C'est un peu également un amour un peu fou et il y a la question qui sous-tend cette relation et qui pourrait être posée, la question qui dit jusqu'où pourrais-tu aller par amour, hein. Ils ont décidé en fait de mêler romantisme à l'action et je crois que c'est un mélange qui a vraiment bien réussi. On a dit qu'il y a un chef de groupe, le professeur, qui lui a une morale très élevée et puis paradoxalement en fait on a certains de ses acolytes qui ont une morale assez catastrophique, on peut penser à Berlin ou à Palerme et ça c'est très intéressant. Tout cela se passe dans une société injuste avec des policiers corrompus. Et les méchants ne sont pas toujours méchants et les gentils ne sont pas toujours gentils et le cas de Raquel qui devient Lisbonne est très intéressant dans ce sens. Et en fait on a envie d'aimer le professeur et on déteste les policiers qui sont allés jusqu'à séquestrer Rio et l'emmener dans le désert pour le torturer. Il y a beaucoup d'empathie dans cette série en fait. On finit même par aimer le méchant. Berlin par exemple qui a cette morale catastrophique, eh bien en général il est très aimé. Mis à part Arturo, la plupart des personnages sont très aimés. Mais j'aimerais m'arrêter sur un point qui est très intéressant et que j'ai pas beaucoup découvert, j'ai pas beaucoup lu puisque j'ai regardé pas mal de vidéos sur la série ou d'articles sur la Casa de Papel. Il y a des embrouilles très sérieuses en fait entre les membres de l'équipe et ça tout au long des saisons. Et ce qui est frappant et ce qui est touchant, c'est que ça nous rejoint un petit peu parce que les embrouilles entre amis, c'est un peu quelque chose qui est normal. Et là, il y a des vraies embrouilles dans ce clan, dans ce groupe qui est parfois soudés, puis tout à coup qui se divisent à cause des égos, à cause des tensions qu'il y a entre eux. Les personnages sont hyper authentiques. En fait, le lien se fait parce que les personnages montrent leurs faiblesses. Il y a les points forts, il y a les points faibles des personnages. Le professeur, par exemple, regardons-le. Lui, il est hyper intelligent. Même son intelligence, elle est incroyable, elle est décuplée. On est tous subjugués vis-à-vis de cette intelligence. Mais d'un autre côté, le gars, il est hyper fragile et hyper timide. Il sait pas quoi faire de ses émotions, le mec. Tokyo, elle est forte, elle est leader, elle est aussi impressionnante, mais d'un autre côté, elle aussi, elle a cette faiblesse de tout le temps vouloir sortir du cadre, de péter les plombs ou bien de vouloir tout le temps faire la fête. Et puis Palerme, lui, par exemple, c'est le genre de gars costaud, macho, on a l'impression que rien peut lui arriver, mais tout à coup, on le voit aussi, particulièrement dans la dernière saison, se retrouver au fond du trou. On a connu d'autres films qui, eux, parlent également d'un braquage du siècle, par exemple dans les différents films Ocean, qui ont mis en scène différents acteurs, des acteurs très connus comme Brad Pitt, George Clooney ou encore Al Pacino. Et dans ces films en fait de braquage qui ont bien marché, qui ont bien cartonné, ce qui est intéressant, c'est que les braquages sont hyper bien faits, on est à fond dedans. Mais ce qui me frappe moi et ce que je retiens, c'est que ils sont un peu tous parfaits quoi, dans le sens où ils sont brillants. On voit pas beaucoup de leurs faiblesses. On pourrait aussi parler un petit peu, par exemple, de Prison Break, qui est aussi une série qui a cartonné. Mais bon, le héros principal de Prison Break, il est brillant. On lui trouve aucun défaut. À la fin, ça devient presque ennuyant. Alors que dans la Casa, là, on se retrouve avec des gens, on est avec eux, on se retrouve chez nous dans notre canapé et on a l'impression d'être avec eux ou qu'ils sont avec nous parce que, ils sont authentiques, ils sont vrais. Il y a vraiment une authenticité qui se crée et puis ça donne envie de s'identifier à eux quoi. D'ailleurs, quelqu'un a dit à propos de l'authenticité que être authentique, ce n'est pas seulement être franc envers les autres, mais c'est aussi et surtout être vrai envers soi-même. Et avec mon pote Nico sur notre chaîne YouTube, parce qu'on est en duo, on a vraiment à cœur cette valeur. On a vraiment à cœur cette valeur de l'authenticité parce que on croit et on voit autour de nous que l'authenticité se perd à force de superficialité autour de nous. Lorsqu'on regarde les réseaux sociaux, lorsqu'on se prend en photo, on veut toujours montrer le meilleur de nous-mêmes, on veut toujours paraître parfait parce qu'on est influencé aussi par les autres et l'authenticité se perd. On a du mal à montrer notre vrai visage. On a du mal à être vrai et à dire vraiment, par exemple, ce qui nous pèse, à partager entre amis nos fardeaux et à accepter la réalité de notre faiblesse. Le personnage Arturo, par exemple, c'est vrai qu'il est détesté dans la Casa de Papel, mais finalement, ce personnage qu'on se plaît même à détester,
Il représente quelque part aussi toute la mesquinerie qui habite en chacun d'entre nous, parce que en chacun d'entre nous aussi, il y a des travers, il y a des choses mesquines, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et qui nous font souffrir. Il faut toujours rester beau, il faut toujours rester fort, il faut jamais se voiler la face. Ça, c'est un peu le message qui nous est donné au travers de tous les réseaux sociaux, au travers de tout ce qu'on voit. Et nous, ce qu'on a envie de transmettre au travers de notre chaîne, c'est vraiment cette authenticité qu'on partage avec notre cœur, avec nos vidéos, avec notre histoire. C'est aussi pour ça d'ailleurs que récemment j'ai fait une vidéo d'analyse sur le rappeur Vald, parce que ce qui m'a impressionné chez Vald, c'est vraiment le fait qu'il n'a pas peur de montrer ses faiblesses, il n'a pas peur de dire que ça a pourri ses relations au succès. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est vraiment ce qu'on veut mettre aussi en avant sur notre chaîne. Et d'ailleurs, si toi aussi, si tu trouves que le monde a besoin de plus d'authenticité et de moins de superficialité, écris-le dans les commentaires. Parle-nous, écris-nous. Si tu n'as pas encore regardé les autres vidéos de notre chaîne, va faire un petit tour sur notre chaîne. Et d'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Bye bye.